Salut tout le monde et bienvenue dans ma deuxième vidéo. Avant de commencer, je voulais faire une petite parenthèse pour vous remercier pour les abonnés et tous les commentaires super gentils et constructifs que vous avez fait sur ma première vidéo. Donc sachez que j'ai tenu compte de tout ce que vous m'avez dit et j'espère vraiment que vous allez voir une différence sur ma deuxième vidéo. Donc on va directement passer à la légende urbaine qui est sur la comtesse sanglante Elisabeth Bathory. La comtesse sanglante. Il est impossible de s'intéresser au phénomène, réel ou imaginaire, du vampirisme sans se référer à un personnage qui défraya la chronique au XVIIe siècle en Hongrie et Transylvanie et qui a provoqué dans la mémoire des peuples l'apparition d'une image surprenante, terrifiante, qui est loi de laisser indifférent. La comtesse Elisabeth Bathory est en effet une des incarnations les plus caractéristiques de ce qu'on a coutume d'appeler des vampires humains. Ce fut une criminelle. Elisabeth Bathory est née en 1560 d'une famille de sang royal. Cette famille s'était imposée par le sang et la violence, comme il était de règle à cette époque troublée. C'est dans cette atmosphère très particulière, encombrée de sortilèges et de traditions ancestrales venues d'ailleurs, que se déroula l'enfance d'Elisabeth Bathory. Et cela explique certainement beaucoup de choses concernant son comportement et son mode de pensée. La description que possède d'elle nous la montre d'une grande beauté. On ne sait pas grand-chose sur la jeunesse et l'adolescence d'Elisabeth, sinon qu'elle se réfugiait souvent dans une solitude farouche. Par ailleurs, depuis son plus jeune âge, elle souffrait de maux de tête, parfois intolérables, qui la faisaient se rouler par terre. Était-ce de l'épilepsie ? Il semble plutôt qu'Elisabeth était en proie à des crises d'hystérie, qu'il serait tentant d'assimiler à des crises de possession démoniaque. Mais cette hystérie explique en partie sa déviance sexuelle. Sa sensualité était exacerbée, mais morbide, et si elle ne refusa pas les contacts masculins, elle était incontestablement homosexuelle. Mais l'homosexualité d'Elisabeth n'était pas exclusive. On lui prête plusieurs aventures masculines avant son mariage et après son veuvage. Toute jeune, immédiatement après sa puberté, elle aurait eu une petite fille d'un paysan. Elle avait 14 ans et elle était déjà fiancée à Ferenc Nadasdy, un comte appartenant à la meilleure noblesse hongroise, redoutable guerrier qui devint illustre et mérita par la suite le titre de héros de la Hongrie. Mais on sait ce que signifient les mariages de la bonne société d'alors. Il semble que, se trouvant enceinte, elle demanda à Ursula Nadasdy, mère de son fiancé, laquelle était chargée de sa protection, la permission d'aller dire adieu à sa propre mère, Anna Bathory, accompagnée d'une seule femme en qui elle avait toute confiance. On ne dit pas si Anna approuva le comportement de sa fille, mais elle fit contre mauvaise fortune bon cœur. Craignant le scandale et la rupture du mariage de sa fille, elle aurait amené secrètement Elisabeth dans une de ses tours de château, la plus éloignée, du côté de la Transylvanie, laissant courir le bruit que sa fille, atteinte d'une maladie contagieuse, avait besoin de repos et d'isolement absolu. Elle l'aurait alors soignée, aidée d'une femme venue du château familial et d'une accoucheuse qui avait fait le serment de ne rien révéler. Une petite fille serait donc née, à laquelle on aurait donné également le prénom d'Elisabeth et qui aurait été confiée, moyennant pension, à la femme qui avait accompagné sa fille. Quant à la sage-femme, elle fut renvoyée de Roumanie avec de quoi vivre largement, mais interdiction de revenir en Hongrie. C'est alors qu'Elisabeth et sa mère seraient parties directement pour Varano, où devaient être célébrées les noces de l'héritière des Bathory, avec l'héritier des Nadasdy. Ces noces eurent lieu. Elisabeth avait 15 ans, et son mari en avait 21. Mais le séjour de Ferenc fut de courte durée. Ses devoirs de combattant l'appelaient à la guerre à travers toute la Hongrie et les pays avoisinants. Il laissa donc sa jeune et belle épouse régner sur le château et sur les vastes domaines qui l'entouraient. Que se passa-t-il alors ? Il est probable que la sensualité d'Elisabeth, fortement éveillée par son mari, qui lui fit d'ailleurs 2 enfants, se sentit quelque peu frustrée. On lui prêta plusieurs intrigues amoureuses, mais sans lendemain, dont une avec un de ses cousins.
Cela ne veut pas dire que les époux ne s'entendaient pas bien, au contraire, leur retrouvaille était toujours de nouvelles lunes de miel. Mais le seul tort de son mari était d'être bien trop souvent absent. Et un jour, on raconte qu'arriva au château un grand jeune homme au teint cadavérique, dont le nom est resté perdu pour l'histoire. Il était habillé de noir, avec de profonds yeux noirs et de longs cheveux noirs tombant jusqu'aux épaules. Lorsque les servantes de la comtesse racontèrent au village qu'il avait aussi des canines qu'elles jugeaient anormalement longues, plus personne ne douta qu'un vampire s'était installé au château, et les villageois n'allèrent plus se coucher sans aller soigneusement barricader leurs portes et leurs fenêtres avec des planches. Cette histoire s'inscrit très bien dans le décor que suscite le personnage hors pair de la comtesse Bathory, mais elle est plus que suspecte. Toujours est-il qu'Élisabeth s'absenta pendant plusieurs semaines. Était-elle partie avec son vampire? Les villageois murmurèrent, paraît-il, que la comtesse avait été littéralement vampirisée par le sombre inconnu. Il est plus vraisemblable de croire que cet homme était une sorte de sorcier qui initia Élisabeth à certaines pratiques magiques, car elle ne faisait pas mystère de ses fréquentations auprès des mages, des sorciers et autres personnages, toujours féminins, qui officiaient dans la forêt à l'abri des regards indiscrets. Plus intrigante est la relation entretenue réellement par Élisabeth Bathory avec une mystérieuse inconnue, dont personne ne savait le nom et qui venait voir Élisabeth déguisée en garçon. Une servante avait dit à deux hommes, et ils en témoignèrent au procès, que sans le vouloir, elle avait surpris la comtesse seule avec cet inconnu, torturant une jeune fille dont le bras était attaché, très serré, et si couverte de sang qu'on ne le voyait plus. Alors, quelles étaient exactement les relations entre elle et Élisabeth? Leur sadique plaisir était-il les seuls? Il était bien difficile de répondre, d'autant plus que si la comtesse Bathory a commis et fait commettre d'innombrables crimes de sang sur de jeunes filles, on a considérablement brodé sur ses actions. Et ce ne sont pas les minutes de son procès, pourtant fort précises, quant aux témoignages recueillis, qui peuvent donner la solution des véritables motivations d'Élisabeth. Cependant, Ferenc mourut soudainement en 1604. Devenue veuve, la comtesse semble n'avoir rien changé à son mode de vie. Les tortures qu'elle affligeait à ses servantes, elle les pratiquait depuis longtemps, et son mari le savait parfaitement, considérant celle-ci comme de simples amusements de la part de sa femme. D'ailleurs, dans toutes les maisons nobles de ce temps, il était courant de fouetter les servantes pour un oui ou pour un non. L'état de servage n'existait plus en Hongrie, mais les vieilles habitudes ont du mal à disparaître, surtout quand elles sont acceptées par celles qui en sont les victimes. L'un des témoignages du procès est catégorique, à la question de savoir combien de temps la comtesse maltraitait les jeunes filles. Un témoin répond. Elle commença quand son mari était encore en vie, mais alors elle ne les tuait pas. Le comte le savait et ne s'en souciait guère. On raconte une curieuse anecdote à ce sujet, non pas sur le début des sévices opérés par Élisabeth, mais sur la naissance de sa fascination pour le sang. Un jour qu'elle avait frappé une servante assez violemment pour la faire saigner du nez, parce qu'elle lui avait tiré les cheveux en la peignant, un peu de sang de la jeune fille tomba sur le poignet d'Élisabeth. Un peu plus tard, la comtesse crut remarquer que la peau où la goutte de sang était tombée était devenue plus blanche et plus douce. Intriguée, elle se baigna le visage avec le sang d'une victime de ses orgies sadiques. Son visage lui sembla rajeunir, revivifié par le traitement. Le souci primordial d'Élisabeth, depuis son plus jeune âge, était sa beauté. Elle avait une peur atroce de vieillir et de s'enlaidir. Il n'en fallait pas plus pour s'imaginer qu'elle pouvait indéfiniment persévérer. Élisabeth était toujours accompagnée de sa nourrice et de sa servante, deux femmes vieilles, vulgaires et sales. Un autre personnage va bientôt compléter la sinistre troupe. Une certaine Darvulia Anna. On a largement brodé sur cette femme sous prétexte que son nom évoque celui de Dracula. Darvulia était une sorcière, une magicienne noire qui connaissait des formules et des incantations sataniques, et qui n'hésitait pas à procéder à des sacrifices humains pour obtenir l'aide des puissances démoniaques. Sans doute Darvulia Anna
sut-elle convaincre Élisabeth qu'elle connaissait les recettes infaillibles pour prolonger cette beauté. La comtesse ne peut plus se passer de Darvulia. On a probablement fort exagéré les récits concernant les supplices infligés à ces innocentes jeunes filles par la comtesse Bathory et ses âmes damnées, mais il est suffisamment établi pour se faire une idée de l'atmosphère malsaine et macabre qui régnait dans les souterrains du château. Les filles étaient frappées avec violence. Certaines avaient le cou percé, selon la plus pure tradition des vampires. D'autres étaient liées avec des cordes qu'on tordait ensuite afin qu'elles puissent s'enfoncer dans les chairs, ce qui permettait de leur ouvrir les veines et de faire jaillir le sang de la comtesse. On prétend même qu'on remplissait parfois des baignoires de sang et qu'Élisabeth s'y baignait. Mais comme sa peau délicate ne supportait pas d'être essuyée avec des serviettes, ce sont d'autres filles qui devaient la débarrasser du sang en lui léchant tout le corps avec leur langue. Celles qui ne supportaient pas une telle horreur et qui s'évanouissaient étaient ensuite sévèrement châtiées avant de servir de victimes à leur tour. Le 29 décembre 1610, à la tête d'une troupe armée, accompagnée du curé et en présence des deux gendres d'Élisabeth, le comte Tourzo pénétra dans le grand château. La garnison n'opposa aucune résistance. Ils allèrent à travers le château et, munis de torches, descendirent au souterrain des crimes, d'où montait une odeur de cadavre, et pénétrèrent dans les salles de torture aux murs éclaboussés de sang. Là se trouvaient encore des cages et des instruments. Ils trouvèrent du sang desséché au fond de grands pots. Ils virent les cellules où l'on emprisonnait les filles, de basses et étroites chambres de pierre, un trou profond par où l'on faisait disparaître les gens, enfin un escalier montant dans les salles supérieures. Et c'est là, étendue près de la porte, que Turzo vit une grande fille nue, morte. À la lumière de la torche, on pouvait voir les traces laissées par les instruments de torture, la chair déchiquetée, les cheveux arrachés par poignées, aux jambes et aux bras. Par endroits, il ne restait plus de chair sur les os. Plus loin, toujours dans le souterrain, Turzo et ses hommes découvrirent plusieurs douzaines de jeunes filles, d'adolescentes et de jeunes femmes. Certaines étaient affaiblies, presque complètement vidées de leur sang. Par la suite, on exhuma une cinquantaine de cadavres de jeunes filles dans les cours et les dépendances du château. Élisabeth ne se trouvait pas dans le château. Lorsque le comte Turzo se présenta devant Élisabeth, elle ne songea pas un seul instant à nier l'évidence. Aux accusations que lui porta légalement son cousin et ex-amant, elle répondit que tout cela relevait de son droit de femme noble et qu'elle n'avait de compte à rendre à personne. Sans se laisser impressionner, Turzo la fit mettre sous surveillance et la comtesse s'enferma dans un mutisme dont elle ne se départit jamais plus. Mais la procédure de justice était en marche et plus rien ne pouvait l'arrêter désormais. Il devait y avoir procès. Ainsi, le premier témoin, Fixo, après avoir avoué avoir tué 37 jeunes filles, est amené à parler de l'origine des victimes et du sort qui leur était réservé. Où cela devint presque insupportable, c'est lorsque les témoins donnèrent des détails sur les supplices. Elles attachaient les mains et les bras très serrés avec du fil et les battaient à mort jusqu'à ce que tout leur corps fût noir comme du charbon et que leur peau se déchirât. L'une supporta plus de 200 coups avant de mourir. Dorco leur coupait les doigts un à un avec des cisailles et ensuite leur piquait les veines avec des ciseaux. Joe apportait le feu, les appliquait sur la bouche et mettait le fer dedans. Quand les couturières faisaient mal leur travail, elles étaient menées pour cela dans la salle de torture. Un jour, la maîtresse elle-même a mis ses doigts dans la bouche de l'une et a tiré jusqu'à ce que les coins se fendent. La maîtresse a toujours récompensé les vieilles quand elles avaient bien torturé les filles. Elle-même arrachait la chair avec des pinces et coupait entre les doigts. Elle les a fait mener sur la neige, nues et arrosées d'eau glacée. Elle les a arrosées elle-même et elles en mouraient. Ces témoignages sont terriblement accablants. Et sans trop risquer de se tromper, il faut bien se résoudre à accepter comme minimum le chiffre de 600 jeunes filles sacrifiées par la comtesse.
La comtesse fut évidemment reconnue coupable par les juges qui se penchaient sur son cas, mais la question se posait quant à la peine qu'elle devait encourir. Il y eut des négociations, des compromis. On se dit qu'il valait mieux faire passer Élisabeth pour folle que pour une criminelle. Le verdict tomba. Les principaux complices furent condamnés à la décapitation et rapidement exécutés. Quant à la comtesse, elle fut condamnée à être murée vivante dans ses appartements privés de son château, sous la surveillance des juges et du comte Tourzeau. Des maçons murèrent les fenêtres et les portes de ces appartements, ne laissant qu'une petite ouverture par laquelle on passait tous les jours de l'eau et de la nourriture. Élisabeth se laissa enfermer sans prononcer une parole. Elle vécut 4 ans dans la solitude et l'obscurité. Au dire de ceux qui la virent dans son dernier sommeil, à 54 ans, sa beauté était inaltérée, et l'on retrouva dans ses appartements de nombreux grimoires et surtout des invocations sataniques dans lesquelles elle conjurait le diable de faire mourir ses ennemis et de leur envoyer des démons sous forme de chats noirs. Il est bien certain que la magie, et une magie des plus noires et des plus sinistres, est seule explication plausible de l'invraisemblable comportement de la comtesse. En fait, bien des questions se posent. Dans son invocation, faite la veille de son arrestation, Élisabeth implorait l'aide des puissances démoniaques. Était-elle une sorcière? Incontestablement, ou du moins magicienne. Il serait vain de prétendre qu'elle était folle. Il serait stupide de ne voir en elle qu'une dépravée sexuelle assouvissant ses désirs pervers sous le couvert de ce qu'elle croyait être son impunité. Certes, la composante sexuelle, sadique et lesbienne ne fait aucun doute de son comportement, mais ce n'est pas suffisant pour expliquer de telles horreurs. Et pourquoi n'a-t-elle sacrifié que des femmes, des filles vierges? Le sang des vierges a donc tant de vertus qu'il puisse procurer à ceux qui savent en profiter l'immortalité dans la beauté et le printemps éternel? Ici, la relation entre le personnage d'Elisabeth Bathory, personnage réel, et le sinistre comte Dracula, personnage romanesque, intégré dans un ouvrage de fiction, est absolument nette. Oui, la comtesse Bathory est une femme vampire, se régénérant dans le sang des jeunes vierges. Elle mordait ses victimes, nous dit-on. On n'ajoute pas qu'elle buvait leur sang, mais elle s'en inondait, ce qui revient au même. Aurait-elle pu survivre autant d'années dans toute sa beauté sans cette thérapeutique quelque peu spéciale? Élisabeth Bathory a emporté son secret dans la tombe, si tant est qu'elle est réellement une tombe, car les vampires, c'est bien connu, ne meurent jamais vraiment.